L'essentiel du sommaire, merci de choisir Télé 50. Doit-on croire à la disparition complète de la rébellion du M23? Eh bien oui, puisque militairement et même politiquement, ce groupe rebelle n'existe plus. Et les dernières conclusions du processus de Kampala le prouvent sur papier. Cependant, le Rwanda serait une nouvelle fois en train de redonner vie à cette rébellion dont certains responsables se sont réfugiés à Kigali. C'est ce que croient en tout cas les experts de l'ONU dans un rapport tenu encore confidentiel. Claude Biringanini. Ce sont ces mêmes experts de l'ONU, auteurs de plusieurs autres rapports publiés au cours des derniers mois sur la région des Grands Lacs. Depuis toujours, ils ont eu à dénoncer, preuve à l'appui, le soutien du Rwanda et de l'Ouganda aux groupes armés qui opèrent dans l'est de la RDC, et principalement le M23, récemment démantelé d'abord militairement, suite à une vigoureuse offensive des forces armées de la RDC, et puis politiquement, en croire les conclusions des pourparlers de Kampala, sanctionnées par des déclarations comme le voulait Kinshasa, à la place d'un accord sur lequel tenait le mouvement rebelle. Mais pour le Rwanda, la partie semble n'est pas encore terminée. Kigali a été cité une nouvelle fois dans le rapport final des experts de l'ONU, encore confidentiel, mais dont certains médias ont pu se procurer des copies. Le rapport affirme non seulement que les rebelles du mouvement du 23 mars ont bénéficié d'un soutien continu de Kigali lors des dernières offensives des FARDC, mais surtout qu'ils ont continué à recruter au Rwanda après leur défaite militaire sur terrain par l'initiative de Kigali. Un rapport qui vient donc confirmer ce que les autorités congolaises n'ont cessé de dénoncer, notamment l'attitude protectrice du Rwanda et de l'Ouganda envers le M23, esquivant toute demande de Kinshasa d'arrêter et d'extrader les responsables de cette rébellion qui ont trouvé refuge dans ces deux pays. Direction l'Assemblée nationale, le président de cette institution législative, Aubin Minaku, a reçu en audience une délégation des élus de la République sœur, la Corée du Sud. En visite de 48 heures en République démocratique du Congo, cette délégation a confirmé l'invitation d'Aubin Minaku à Séoul pour l'année 2014. Crispin Chibasso. Il est 10 heures. La délégation des élus du peuple de la République des Corées franchit la porte du bureau du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku Njalanjoko. Accompagné de l'ambassadeur de Corée du Sud en RDC, la délégation conduite par le président du groupe d'amitié Corée-RDC a échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement congolais en présence du président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Plusieurs projets économiques ont été présentés au cours de cet échange. C'est la première fois que délégation du Parlement national coréen. Nous sommes ici comme la première fois, comme nous avons l'intention d'échanger nos expériences de la croissance économique avec RDC Congo. Nous allons donner beaucoup de connaissances technologiques et économiques en RDC Congo. Les relations entre les parlements de la République des Corées et l'Assemblée nationale sont au beau fixe. Et les échanges entre groupes d'amitié parlementaires sont fructueux. Présidé par l'honorable Nkumu Frey, le groupe d'amitié RDC-Corée milite pour accentuer les échanges d'expériences. Il y a un partenariat qui va être développé avec la République de Corée et ils sont venus nous en parler et nous soumettre quelques projets. Le président Minaku a pris acte de cela. C'est comme ça qu'il leur a dit qu'au premier trimestre de l'année prochaine, il va personnellement effectuer une visite en Corée pour essayer de renforcer cette amitié entre nos deux pays. Diplomatie parlementaire, Aubin Minaku ne ménage aucun effort pour s'ouvrir au monde et permettre l'établissement des relations fructueuses avec le Parlement d'autres cieux. Après la Côte d'Ivoire, la Corée du Sud s'ajoute à la vision d'Aubin Minaku, celle de promouvoir la diplomatie parlementaire. Je vous l'annonçais au sommaire, il s'est ouvert ce mercredi à Kinshasa la 4e édition du Salon international de la pharmacie au Congo, SIFACO. De nombreux pharmaciens nationaux et du Congo-Brazzaville se sont réunis afin de réfléchir sur la question de la criminalité pharmaceutique. Et donc pendant 3 jours, 3 ateliers seront consacrés à la question et pourront permettre à chacun des participants de mieux cerner le problème, comprendre les stratégies de lutte et acquérir quelques informations pratiques. Charlotte Ibouaba. Avec ses 70 millions d'habitants, des maladies et des épidémies qui surgissent presque à chaque trimestre, la RDC constitue un marché fructueux dans le domaine pharmaceutique, mais seulement
le pays se trouve confronté au phénomène de contrefaçon de médicaments. Et ces dernières années, l'on enregistre une recrudescence de ces fléaux, d'où la tenue de ces salons internationaux qui réunit les pharmaciens de la RDC et du Congo-Brazza. Ici, il est question de cerner les contours de ce phénomène mondial qu'est la criminalité et aussi de définir les stratégies de lutte. Le pharmacien qui est au dépôt, ou bien à l'officine ou bien à l'industrie pourra peut-être avoir quelques informations qui pourront lui permettre qu'au niveau de son officine ou de son dépôt, il puisse être en mesure de contrôler la situation afin que les problèmes de la contrefaçon ne puissent pas submerger. Mais je pense que la population aura beaucoup à gagner lorsque aujourd'hui tout le monde est armé à pouvoir éliminer les médicaments qui autrefois pouvaient entrer facilement dans les dépôts, dans les pharmacies, sans que personne n'en fasse attention. Et pour ces pharmaciens représentant la délégation du Congo-Brazza, un plan d'éradication s'impose à tous. Il faut, dans nos pays, à savoir Brazzaville et Kinshasa, et bien d'autres pays d'Afrique, il faut mettre fin à la contrefaçon des médicaments. Il faut mettre fin aux médicaments sous-dosés, faiblement dosés, faussement étiquetés, et ainsi nous pouvons vaincre la criminalité. Après le mot d'ouverture, les firmes pharmaceutiques opérant en RDC ont exposé produits et services de l'univers pharmaceutique et une table ronde autour de la question a été organisée. Et puis le ministère des Mines a une nouvelle délégation syndicale. Une équipe de 8 personnes dans l'installation a eu lieu dans l'enceinte du secrétariat général des Mines, ici à Kinshasa. Elle aura pour mission de défendre les intérêts des employés de ce portefeuille, mais aussi veiller au bon fonctionnement de ce dernier. Appel nominal, et les voilà. Ce sont eux qui composent la nouvelle équipe syndicale du ministère des Mines. Un des portefeuilles au rôle primordial dans l'économie du pays. C'est une joie pour nous et nous voulons considérer que cette installation doit être le ferment, le début de la prise en compte des recommandations qui ont été faites par la délégation syndicale, la formation, les permanents et surtout la fonction publique, notre ministre de la fonction publique qui a demandé à ce qu'il y ait au sein de l'administration publique des délégués élus. Une cérémonie d'installation à laquelle plusieurs employés de ce portefeuille ont pris part, eux qui attendent beaucoup de cette nouvelle délégation syndicale déterminée à changer la donne. Alors nous, c'est les amis, les cadres et agents de mines qui ont fait que nous puissions gagner ces élections. Alors, ils ont mis bien à l'épreuve pour que je puisse être élu comme président. Les domaines des mines est l'un des plus juteux du pays, mais qui exige beaucoup de délicatesse dans la gestion. Il faudra désormais compter aussi avec cette équipe syndicale pour la bonne marche de ce secteur. Parlons économie dans ce journal, la taxe sur la valeur ajoutée ne serait plus l'unique instrument pour maximiser les recettes en Afrique. Elle est aujourd'hui présente dans 48 États dans la République démocratique du Congo, mais ses résultats restent pour le moins mitigés. Athanase Matenda, ancien ministre des Finances de la RDC, propose une piste innovante qui serait complémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée et qui révolutionnerait l'économie mondiale. Vendredi 15 décembre 2013, nous sommes à l'université Panthéon-Assas, Paris 2. C'est ici que la taxe sur la valeur ajoutée a été passée au peigne fin. Au centre du débat, la thèse de doctorat soutenue par l'ancien ministre des Finances, Athanase Matenda, devant un jury, et non le moindre. Il y a certes des difficultés lors de l'introduction de la TVA au Congo. Et ces difficultés ne sont pas nouvelles pour la RDC. Pratiquement tous les pays d'Afrique, même les pays d'Europe qui ont introduit la TVA, sont passés par ces difficultés-là. C'est ce qui justifie le fait qu'il y a des pays qui ont introduit la TVA, qui l'ont retiré, qui ont introduit, qui l'ont retiré, de va-et-vient. Donc les difficultés sont réelles. Au centre de la problématique de la thèse, la République démocratique du Congo. La réflexion critique menée par Athanase Matenda a débouché sur une proposition innovante, les droits des douanes déductibles. Explication d'un membre du jury totalement convaincu par l'idée des droits des douanes déductibles. Les droits de douane, au lieu d'être réduits ou au lieu d'être supprimés, peuvent être déduits. Pas la réduction, la déduction. Si la RDC inscrit
la réduction des droits de douane, les droits de douane déductibles, dans un accord par exemple avec l'Angola ou l'Afrique du Sud, etc., automatiquement, tous les pays qui sont liés par des accords commerciaux avec la RDC, automatiquement, ils bénéficieront de la clause des droits de douane déductibles. Si la RDC décidait de mettre en œuvre cette nouvelle technique, elle serait à la tête d'une vraie révolution, estime Athanase Matenda. Le jury a décidé de vous décerner le titre de docteur en droit de l'université Panthéon-Assas, dans le cadre de l'école doctorale Georges Vedel, avec la mention très honorable, à laquelle nous avons rajouté les félicitations du jury, et avec l'autorisation expresse de publier cette thèse. Et puis les festivités approchent et la Fondation Famille Gertler, qui contribue dans différents projets du pays, poursuit son assistance aux populations vulnérables. Elle s'est rendue ce mercredi au village SOS Enfants où elle a visité une des maisons qu'elle s'est assignée à prendre en charge, mais aussi remis quelques cadeaux à ses enfants afin de leur permettre de terminer l'année en beauté. Gloria Mbouya pour le reportage. Ce n'est pas le Père Noël comme à l'accoutumée, mais plutôt une Mère Noël, dont la marque déposée et signée Fondation Famille Gertler, qui est venue poser un geste de cœur dans cette maison numéro 6 qu'elle prend en charge pour bien passer les festivités de fin d'année. Accessoires de divertissement de toutes sortes, vêtements, denrées alimentaires, ce sont ces quelques articles dont ont bénéficié ces enfants. La joie n'était pas à contenir. C'est le sourire que nous donnons à ces enfants quand nous venons pour leur remettre ce petit cadeau que nous faisons chaque année. L'année passée, nous sommes venus, nous avons fait la même chose. Et cette année, c'est pareil parce que Noël, c'est le seul moment où les enfants sont vraiment valorisés. Et pour nous, à la Fondation Famille Gertler, les enfants sont vraiment au centre de nos activités, de nos actions que nous menons. Un geste de générosité qui redonne le sourire à ces enfants qui restent au centre des activités de la Fondation Famille Gertler. J'ai la joie parce que nous avons mis beaucoup de choses de Noël. Moi, j'ai la poupée et des objets de la cuisine. Un acte qui a même marqué les responsables du village SOS Enfants qui contient 15 maisons au total avec 10 enfants par villa. Ces derniers ont également exprimé leur satisfaction. Vraiment, je suis ravie, émue de voir tout ce qu'on est venu nous donner. Vraiment, je suis contente. Même les enfants, vous avez vu tout ce qu'ils ont manifesté à votre égard, à votre présence. Je souhaiterais seulement à la Fondation de continuer à venir nous soutenir de temps en temps comme ça. C'est depuis 2 ans que la Fondation Famille Gertler prend en charge la villa numéro 6. Une assistance vitale pour cette famille qu'elle compte renouveler dans les jours à venir. Toujours dans ce chapitre, il est temps pour certaines personnes ou chefs d'entreprise de remettre des cadeaux à leur entourage ou collaborateurs. C'est le cas à l'Office de voirie et drainage où l'administrateur directeur général de l'entreprise Benjamin Wenga a remis des dons aux retraités, un geste d'amour qui démontre la considération et le respect envers ses agents qui ont tout donné pour la bonne marche de l'entreprise. La cérémonie a eu lieu à la direction générale de l'EVD en présence du président du conseil d'administration. Ces congélateurs ne sont pas en vente, mais au contraire, ils seront donnés comme cadeau à ces retraités de l'Office de voirie et drainage, un don de la DG Benjamin Wenga. Je vous exhorte l'amour et l'humilité, tout simplement parce que l'humilité précède la gloire. Retenez que l'humilité précède la gloire et en revanche, l'orgueil précède la chute. L'initiative est salutaire, d'autant qu'elle correspond avec le fête de fin d'année, d'où ces remerciements. Je tiens à remercier le conseil d'administration, le comité de gestion, la délégation syndicale et toute la famille OVD pour cette manifestation organisée pour notre sortie officielle en retraite. Pour le PCA, ces gestes attestent l'amour d'un père pour sa famille. Même le dubitatif y croit. Lorsqu'on a la volonté, on peut arriver à faire quelque chose. Voilà pourquoi je me mets ici en train de féliciter encore une fois le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Mais nous allons quand même demander, mais aussi à différents gouvernements provinciaux, qu'on puisse continuer à appuyer financièrement et matériellement de manière très consistante l'Office de voirie et drainage. Je crois que lorsqu'on met des moyens suffisants à notre disposition, nous serons capables de transporter les montagnes. Pour cette année 2013, les sondages classent l'Office de voirie et drainage parmi les entreprises qui ont appliqué à la lettre la révolution de la modernité par des réalisations à impact visible.